chaque fois, on va commencer à faire appel aux médecins. Ils vont commencer à nous parler sur des histoires de grossesse. On va commencer à faire appel aux gens qui font le droit pour nous parler un peu sur le droit avec le mariage civil. Toujours comme ça, et puis on évolue. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, ils vont poser toutes les questions que vous avez besoin, afin que nous puissions être clairs. Shalom. Bon, je laisse la place à l'équipe de justice. Et puis par après, ne partez pas, la maman vient, et le papa aussi vient, et puis aussi avec notre rituel d'habitude. Nous sommes la commission JCP de cette paroisse Saint-Paul. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes une commission paroissiale qui s'intéresse au rapport des fidèles, d'abord les fidèles entre eux au niveau de la société, dans la cité où vous vivez. Dans ce sens-là, nous intervenons dans la médiation, de la conciliation lorsqu'il y a conflit entre les membres de la paroisse. Et nous intervenons aussi dans les rapports entre les paroissiens qui sont des citoyens de l'État congolais, dans les rapports avec l'État congolais. En tant que citoyen d'un État, vous devez connaître vos droits et vos obligations. Alors, dans ce cadre-là, nous organisons des conférences pour la vulgarisation du droit. Alors, le thème que nous exposons ici, nous avons déjà développé ça avec les autres groupes et mouvements de la paroisse. Et ici, nous venons avec la commission de catéchèse, nous venons en appui, dans le cadre de coopération entre les différentes commissions de la paroisse. Nous venons appuyer, aider la commission paroissiale de catéchèse. Le mariage ne sera pas seulement religieux. Le mariage a été d'abord coutumier. Vous savez comment ça s'est passé. Et vous venez pour le mariage religieux, mais il y a aussi le mariage civil. Puisque vous êtes citoyen d'un État, vous devez connaître comment va se passer ce mariage-là. Quelles sont les implications? Quelles sont les implications de ces mariages-là? Alors, le code de la famille prévoit, en ce qui concerne ce mariage civil. Et à la fin, nous allons terminer et nous allons parler de façon rapide, ramasser, faire une comparaison. Union légale et durable. Ça, c'est la loi qui définit les mariages. Dans cette définition, nous pouvons retenir les éléments suivants. On dit que le mariage est un acte civil, public et solennel. Par cette expression, il faut comprendre que le mariage, ça se fait en public, devant tout le monde. Il faut que tout le monde sache que ces deux-là sont mariés. Ça se fait de manière solennelle, de manière officielle, devant l'État, suivant certaines formalités. Deuxièmement, on dit que le mariage c'est une union entre un homme et une femme. C'est ça un élément important qu'il faut retenir. En droit congolais, le mariage c'est une union hétérosexuelle et non homosexuelle. C'est le mariage qui unit un homme et une femme. À partir de cette définition, on peut dire que le mariage gay, le mariage homosexuel, les lesbiennes, le PD, tout ça, ce mariage-là, est interdit, n'est pas reconnu en droit congolais. On dit que c'est une union légale et durable. C'est la loi qui réglemente le mariage. Et le mariage, selon les législateurs, ça doit se faire de manière durable. Les législateurs ne pas pour des mariages de courte durée, des mariages qui ne traînent pas. Les législateurs veulent la stabilité des mariages. Parce que la Constitution elle-même dit que la famille est la cellule base de la société et le mariage en est le fondement. Le mariage est le fondement de la famille qui est la cellule de base de la société. C'est pourquoi le mariage doit être stable, durable. Si le mariage n'est pas bien protégé, est instable, ne dure pas, il y a des problèmes, de divorce, tout ça, et ça risque de créer une instabilité au niveau de la société. Moi, vous savez comment, quand il y a divorce, les conséquences, c'est que cela entraîne. C'est pourquoi les législateurs veulent que ça soit quelque chose de durable. Ça, c'était le premier point, c'était la définition. Deuxième point, nous parlons de la liberté du mariage. Tout Congolais a droit de se marier avec la personne de son choix.
il y a la liberté du mariage. J'espère que ça doit se faire de manière libre. C'est ainsi que le mariage forcé est prohibé et sanctionné pénalement par la loi. L'opposition au mariage, ce qui empêche le mariage d'autrui, cela est sanctionné par la loi. Ça constitue même une infraction sanctionnable par la loi. Troisième section, dans le premier chapitre, nous avons le but du mariage. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Nous avons donc le premier but, c'est de créer une union entre un homme et une femme. Ça nous avons parlé. Deuxièmement, pour partager la commune destinée. Vous devez vivre ensemble. Vous ne vous mariez pas pour que l'un soit au Rwanda, l'autre en Afrique du Sud. Et chacun gère ses problèmes indépendamment de l'autre, séparément. Non, quand on se marie, c'est vivre ensemble pour réfléchir ensemble sur l'avenir et pour perpétuer leur espèce. En effet, le chacun est pour les enfants. Lorsqu'on se marie, c'est pour aussi faire des enfants. Donc, pour la loi congolaise, pour le code de la famille, dans ce chapitre, nous avons parlé de la définition du mariage, de la liberté du mariage et du but du mariage. Maintenant, nous entamons le deuxième chapitre sur la formation du mariage. Et ici, nous avons deux conditions. Nous avons des conditions pour la formation du mariage. Nous avons deux conditions pour la formation des mariages. Ces deux conditions vont constituer de deux sections de ces chapitres. Premièrement, les conditions des fonds. Nous avons trois conditions. C'est-à-dire des conditions essentielles pour l'existence du mariage. Si ces éléments font défaut, le mariage n'a pas lieu. Quelles sont ces conditions-là? Conditions des fonds. Nous avons le consentement. Le consentement. Chacun doit donner son consentement au mariage. C'est ainsi que devant l'autorité d'état civil, on va vous demander si vous consentez à prendre tel ou tel comme époux, comme épouse. C'est ça le consentement. Ce consentement se donne personnellement. Ça, c'est le principe. Mais pour des gens qui sont par exemple loin ou empêchés, ils peuvent désigner un représentant, un mandataire. Donc, en droit congolais, le mariage par représentation est possible. Mais le principe est qu'on donne son consentement personnellement. Lorsqu'il y a empêchement ou éloignement de l'un des conjoints, celui qui est empêché peut désigner un représentant, un mandataire. Ça, c'est le premier élément, la première condition de validité du mariage. Deuxième élément, c'est la capacité. Ici, on vise l'âge. Quel est l'âge requis pour se marier? Le code de la famille prévoit pour l'homme 18 ans, pour la femme 15 ans. Mais la loi sur la protection de l'enfant interdit le mariage de tout enfant de moins de 18 ans. Ainsi, pour le droit congolais, le mariage, que ce soit pour homme ou femme, l'âge requis pour le mariage est de 18 ans. Les dispositions du code de la famille qui autorisent une fille de 15 ans de se marier sont donc abrogées. Ainsi donc, si on peut retenir sur la capacité ou sur l'âge requis pour se marier, cet âge est de 18 ans. Avant, c'était 18 ans pour l'homme, 15 ans pour la femme. Maintenant, avec la nouvelle loi sur la protection de l'enfant, l'âge est devenu à 18 ans pour tous les deux sexes. Ça, c'était la deuxième condition de validité. Deuxième condition, la dot. En effet, la troisième condition, c'est la dot. La dot, c'est une innovation que le code de la famille a introduite. C'est une inspiration de nos traditions et coutumes. Et il ne peut y avoir un mariage sans dot. Lorsqu'on n'a pas versé la dot, l'officier d'état civil ne peut pas enregistrer un mariage. C'est pourquoi à la commune, on va demander à vos parents qui seront là si la famille ou le conjoint ou le mari a versé la dot chez la fille. Si la dot n'est pas versée, il n'y a pas mariage. Donc pour les conditions de fonds, il y a trois conditions. Il y a le consentement, il y a la capacité, c'est-à-dire l'âge, et puis
la dot. Il faut que la dot soit versée. Ça, c'était la première section. Deuxième section, conditions de forme. Quelles sont les procédures qu'il faut suivre pour qu'il y ait mariage? Le mariage que vous avez célébré en famille, ce qu'on appelle le mariage coutumier, en fait, chez cette union, cette célébration, c'est la publicité du mariage. On le fait 15 jours avant le mariage. Après cette publicité de 15 jours, parce que le mariage qui est enregistré devant le chef civil, ce qu'on appelle le mariage civil, ce mariage-là est opposable à tous. L'enregistrement du mariage devant le chef civil fait que le mariage-là soit opposable à tous. Mais le mariage que vous avez célébré en famille a un effet limité, seulement à ceux qui étaient présents au mariage. Ce mariage-là est opposable à ceux qui ont participé, qui ont été présents à la célébration du mariage. C'est limité à ces gens-là. Par contre, le mariage que vous célébrez, qu'on célèbre devant le chef de la civile, c'est-à-dire la commune, pour être plus concret, ce mariage-là est opposable à tous. Là, c'était le deuxième chapitre qui parlait de conditions, c'est-à-dire la formation du mariage. Là, nous avons parlé de deux conditions. Il y en a qui vous diront que bon, c'est l'alliance qui prouve que je suis marié, c'est parce que nous venons marier. Quand vous allez célébrer le mariage devant le bourgmestre, il va vous remettre l'acte de mariage. C'est ça la preuve par excellence du mariage, pour prouver que je suis marié à telle personne, qu'on prouve. On montre ces documents-là, l'acte de mariage, qu'on appelle Bukwando. Alors, deuxième mode de preuve, il y en a deux. De manière simple, c'est la manière dont la société vous considère. Quand vous vivez ensemble, les gens vous voient ensemble, les gens savent que ces deux personnes sont mariées. Et ça, la prochaine chose que dans la société, tout le monde vous considère comme marié. C'est aussi un mode de preuve que vous êtes marié. Troisièmement, il y a acte de notoriété. Pour l'acte de notoriété, il faut distinguer deux cas. Pour ceux qui sont mariés avant le code de la famille et ceux qui sont mariés après le code de la famille. Ceux qui sont mariés avant le code de la famille, si ils perdent leur acte de mariage, si l'acte de mariage n'est pas disponible, ils peuvent prouver qu'ils sont mariés par l'acte de notoriété. Ici, c'est-à-dire qu'ils vont aller devant l'officier d'état civil, c'est-à-dire pour qu'il fasse un acte de notoriété, non un acte de mariage. Après avoir allé devant le tribunal de grande instance pour homologuer cet acte-là. Ça, c'est l'acte de notoriété avant ceux qui se sont mariés avant le code de la famille. Mais ceux qui sont mariés après le code de la famille, c'est quoi? C'est ce qui vous concerne. Si l'acte de mariage n'est pas disponible ou bien est perdu, vous pouvez faire un acte de notoriété supplétif. C'est-à-dire vous allez saisir le tribunal de grande instance qui, par un jugement, va prononcer, va vous donner un acte supplétif qui va constater votre mariage. Et puis, avec cet acte-là, vous devez aller chez l'officier d'état civil, c'est-à-dire chez le bourgmestre. Celui-ci va vous délivrer un extrait d'un acte de mariage. Ça, c'est comme ça qu'on prouve le mariage en droit congolais. Si je peux récapituler, on prouve qu'on est marié en droit congolais de trois façons. Premièrement, par l'acte de mariage. Deuxièmement, par la possession d'État. Troisièmement, par l'acte de notoriété, suivant les deux cas que je viens d'expliquer tantôt. Ça, c'était le chapitre 3. Dans le chapitre 4, effet du mariage. Quand on se marie, il y a trois éléments que nous allons développer ici. Premièrement, le ménage. Deuxièmement, les effets extra-patrimoniaux. Et enfin, troisièmement, les effets patrimoniaux. Voilà les effets du mariage. Alors, premièrement, le ménage. Lorsqu'on se marie, on dit le mariage crée le ménage. C'est quoi le ménage? La loi définit le ménage comme les époux, c'est-à-dire l'ensemble des époux, leurs enfants non mariés à charge, ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenus d'une obligation alimentaire.
à condition que ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale et soient inscrits. C'est l'ensemble constitué de, c'est-à-dire les époux, hommes et femmes, leurs enfants qui vivent avec eux et tous ceux qui sont dans la maison conjugale et qui vivent avec les époux. C'est ça le ménage. Le ménage est différent du mariage parce que le mariage c'est entre un homme et une femme, mais le ménage c'est l'ensemble de tous ceux qui vont suivre, c'est-à-dire les enfants, tous ceux qui vont vivre dans cette maison. Ça peut être les belles-sœurs, belles-mères, les amis, tous ceux qui sont dans le plus vaste englobe et les époux et les enfants et tous ceux qui vivent là-bas, à condition qu'ils soient, même les enfants, à condition qu'ils soient dans la maison conjugale. Mais ceux qui vivent ailleurs, qui ne sont pas avec les époux, ne sont pas membres du ménage. Alors la loi prévoit qu'il faut qu'il y ait un livre de ménage, un livret de ménage. Dans ces livrets-là, on va répertorier tous ceux qui vivent dans le ménage. Alors ici, on dit que c'est le mari qui est le chef du ménage. Il doit protection à sa femme et la femme doit obéissance à son mari. Ça c'est le ménage, le point sur le ménage. Le mari est le chef du ménage, il doit protection à sa femme. En contrepartie, la femme doit obéissance. Donc, des effets qui ne sont pas susceptibles d'être évalués en argent. Il s'agit donc de droits et obligations. Donc, lorsqu'on se marie, il faut savoir qu'on a des droits et des obligations. Quels sont ces droits et obligations? Il y a d'abord la communauté de vie. On se marie pour vivre ensemble. On ne peut pas se marier pour que l'un soit chez l'oncle, l'autre chez la tante, l'un chez lui, et la femme doit venir seulement et puis rentrer. Non, on doit vivre ensemble. Votre conjoint, votre partenaire ne peut pas vous obliger à vivre ensemble. Mais dès que vous êtes marié, vous êtes obligé de vivre ensemble. C'est une obligation. La communauté de vie. On va voir les conséquences de ça après. Votre partenaire peut vous obliger de vivre ensemble, doit vous obliger. Vous ne pouvez pas vous marier pour dire, moi je vais chez mes parents, je vais vivre chez mes parents. Non, non, il y a la communauté de vie. On doit vivre ensemble. La cohabitation. Je viens de dire là, vivre ensemble et assurer la consommation de mariage. Assurer la consommation de mariage. Là, il faut être clair, certains visent là le rapport sexuel. Lorsqu'on se marie, c'est pour. On doit aussi faire des rapports sexuels. Nous avons dit, dans le but du mariage, parmi les buts du mariage, il y a la perpétuation de l'espèce. La perpétuation de l'espèce. Donc, c'est par la consommation du mariage qu'on perpétue l'espèce. Donc, c'est pourquoi il est difficile qu'on puisse parler de viol dans le mariage, même si dans certains cas c'est possible, mais en principe c'est difficile. Dans le mariage, ils doivent avoir des rapports sexuels. Troisième point, les époux doivent soin, assistance réciproque, et puis fidélité, respect, affection mutuelle. Là, ce sont les droits et les obligations réciproques des époux. Alors là, c'est droits et obligations. Il y a, par exemple, il y a une sanction pour la réparation financière. L'autre peut vous demander le dommage intérêt. Tout cela n'est pas possible. Il y a la réparation en nature sous forme d'objets désignés particulièrement par la coutume. Par exemple, un paiement de vin, de chèvres, moutons, poules, cochons, tout ça. Il y a aussi l'accomplissement de certains rites coutumiers, à condition que cela soit conforme à la loi qui est au code de mœurs. Il y a aussi des sanctions pénales qui sont prévues. Des sanctions pénales qui sont prévues. Quand l'un des partenaires abandonne la famille, ne respecte pas les obligations de fidélité, n'assiste pas à l'autre, tout ça, il y a des sanctions qui sont prévues là. Troisièmement, il s'agit des effets qui sont évaluables en argent. Il s'agit essentiellement des régimes matrimoniaux, c'est-à-dire de la gestion des biens des époux pendant le mariage. Ici, nous n'allons pas aborder ça, nous allons aborder ça prochainement parce qu'il y a un chapitre sur les régimes matrimoniaux. Nous allons entrer en profondeur. Mais sachez seulement qu'il y a trois formes de régimes matrimoniaux. Il y a la
très longue. Il y a d'abord la consultation préalable, tout cela. Et même la loi dit 2 ans après la célébration du mariage, on ne peut pas accepter une action en divorce. Selon l'Église, le mariage doit baser sur la fidélité. Nous avons dit aussi pour le code de la famille, pour le mariage civil, que parmi les droits et les obligations des époux, nous avons parlé de la fidélité. Nous avons même parlé des sanctions qui sont prévues en cas d'inobservance de cette obligation. Donc sur ce point, on peut dire aussi que entre le mariage civil et le mariage religieux, il y a un peu de ressemblance. Quatrième fondement, il y a l'ouverture au don de la vie. Vous rappelez-vous de la Bible quand on dit « soyez féconds » et quand Jésus accepte que les enfants viennent auprès de lui. Donc pour l'Église, on se marie pour avoir des enfants, pour les enfants, et les parents doivent aussi avoir l'obligation d'encadrer ces enfants. Et rappelez-vous quand on a parlé de but du mariage, nous avons parlé, l'un des buts c'était de perpétuer l'espèce. Donc sur ce point, on peut dire aussi qu'il y a une ressemblance entre le code civil et le mariage civil et le mariage religieux. Bon, cela étant dit, je crois que nous avons épuisé tout ce qu'on avait à exposer. Nous sommes maintenant à votre entière disposition pour des éventuelles questions et précisions. Merci. Dissolution. Je dis que l'Église catholique ne permet pas le divorce. Alors que quelque part dans la Bible, il y a un verset qui nous dit que quand il y a infidélité, les gens peuvent se décider ainsi de se séparer. Alors que l'Église catholique utilise aussi la Bible. Je ne vois pas pourquoi elle a mis ce verset-là. Oui, je n'ai pas bien compris, je sais. Ça va. Deuxième question. La première, donc l'Église n'admet pas de divorce. Il a aussi arrivé que les mariés, dans leur mariage, n'ont pas d'enfants. Or, quelque part, là, on nous a dit qu'il y a aussi une ouverture au don de la vie. Donc, comment est-ce que l'Église peut juger cela? Et la deuxième, est-ce que le droit congolais reconnaît le piano? Oui, Sorora. Comment le Sorora. Et le mariage par héritage. Oui, quand on dit le piano, c'est le droit congolais. Bon, pour la dissolution du mariage, alors sur ce point, le membre de la commission de catéchèse pourront nous compléter parce qu'ils sont mieux outillés que nous. Vous devez savoir qu'il y a indissolubilité du mariage. L'Église n'admet pas les divorces. L'Église n'admet pas de divorce. Vous avez parlé de la Bible de foi de Matthieu 19, je ne me trompe pas. Ces versets-là, quand vous lisez, c'est Jésus qui dit, au début d'abord, quand on a demandé, Moïse avait autorisé qu'on puisse donner une lettre de répétition à sa femme. Mais qu'est-ce que vous dites? Jésus leur a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de, je sais pas, j'ai oublié le terme, c'est à cause d'endurcissement de vos cœurs que Moïse a accepté. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Que personne ne sépare, c'est que il y a une. Alors, quelque part, Jésus dit, sauf en cas d'adultère, celui qui répudie sa femme commet, sauf en cas d'infidélité, je crois. Ce verset-là, les gens de la catéchèse pourront vous aider sur ce point-là. Ce verset-là fait l'objet de l'interprétation du reste. Quand on parle de sauf l'infidélité, il y a plusieurs traductions sur ces termes-là. Il y a plusieurs traductions sur ces termes-là. Il y en a qui parlent sauf en cas d'union illégitime. Certains versets, certaines traductions parlent sauf en cas d'infidélité et d'adultère. Alors, pour l'Église,
quand le terme là, adultère ou infidélité, il s'agit des cas de mariage qui n'ont pas été, qui ont été célébrés en ne respectant pas certains principes. C'est-à-dire ce sont des mariages qui ne sont pas réguliers. Les gens de la catéchèse pourront nous aider sur ce point-là. Pour l'Église, en dehors de ces cas-là, c'est-à-dire vous êtes marié, on constate que cette union-là ne devrait pas normalement avoir lieu selon les conditions de l'Église, on constate que soit les conditions n'étaient pas requises, alors que vous êtes déjà marié, l'Église peut accepter la dissolution de ce mariage-là. C'est ça pour toutes. Donc, là, vous voulez dire que le mariage possède des règles. Bon, je vois les gens de la catéchèse pourront vous expliquer la possibilité de divorce, on peut dissoudre ces mariages. C'est parmi les cas de mariage qui entrent dans ces termes-là, hein, union illégale. Donc, il y a plusieurs traductions. Si vous consultez plusieurs versions, vous allez constater chaque version a son terme. Certains parlent d'union légale, il y en a qui parlent d'infidélité, d'autres d'adultère. Il y a plusieurs traductions là. Mais pour l'Église, il s'agit des cas de mariage qui ne respectent pas les conditions requises pour ça. Dans ce moment-là, qu'on peut accepter le divorce. Donc, pour l'Église, le mariage n'est pas un contrat, c'est plutôt une alliance. Tel que Jésus a aimé l'Église, tel que vous devez aimer votre partenaire. Jésus ne se sépare pas de l'Église. Ça, c'est le premier élément. Donc, à l'image de Jésus qui a aimé jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie. C'est comme ça que l'Église considère le mariage. Le mariage, c'est une alliance. Comme, vous voyez, Dieu même a fait une alliance avec nous. Cette alliance-là, elle est perpétuelle. C'est ça. Par contre, le contrat, on peut le rompre. Mais l'alliance, non, de confusion, nous ne sommes pas liés ou timés. Nous avons retenu le principe, c'est l'indissolubilité du mariage. Donc, que personne ne se passe, que Dieu a uni, dit la Bible. Alors, deuxièmement, est-ce qu'on peut accepter les divorces lorsqu'il n'y a pas d'enfant? Parce que nous avons dit qu'il y a un début du mariage, c'est perpétuer l'espèce. Oui, l'un des buts du mariage, même au niveau religieux, même au niveau civil, c'est de perpétuer l'espèce. Nous avons dit ça. Mais cela n'est pas une condition pour le mariage. Si les enfants n'est pas une condition pour l'existence du mariage. Si les enfants ne sont pas là, ce n'est pas une raison d'invoquer pour solliciter le divorce. En droit congolais, l'absence des enfants n'influence pas le mariage. Le mariage peut exister sans enfants. Même pour l'Église, bien que le but du mariage ou le fondement du mariage est la perpétuation, à vivre ensemble sans enfants. Vous êtes des chrétiens, vous devez vivre par espérance. Vous voyez, comment il s'appelle? Abraham et Sarah ont eu l'enfant dans leur vieillesse. Alors s'ils étaient divorcés avant, vous voyez, alors en tant que chrétien, vous devez avoir l'espérance. Vous ne devez pas abandonner votre projet parce qu'il n'y a pas d'enfants. Vous devez continuer à prier pour que Dieu vous donne les enfants. Et j'ajouterai aussi que l'absence des enfants, même si ce n'est pas une bonne chose, mais ça peut vous donner l'occasion d'avoir beaucoup de temps pour œuvrer au sein de l'Église. Vous voyez, quand vous avez des enfants, vous avez trop de charges, vous ne savez pas travailler pour Dieu. Mais quand vous n'avez pas d'enfants, vous êtes un peu libre. Chacun peut s'engager dans tel mouvement pour participer à l'œuvre de Dieu. Ça, c'est vrai. Le droit vous offre aussi une possibilité. Il y a l'adoption, il y a la tutelle. Vous pouvez prendre en charge les enfants de vos frères et sœurs à main, tout ça, dans le cadre de tutelle ou bien d'adoption. Et je crois que c'est ça. Mais en tant que chrétien, vous devrez continuer à prier et Dieu pourra vous donner les enfants. Les témoignages sont là. Il y en a après 10 ans, 5 ans, 10 ans de mariage, ils ont eu des enfants. Donc, l'absence des enfants peut vous pousser aussi à aller aimer les enfants d'autrui, de les prendre en charge, de les encadrer, de prendre en charge les enfants d'autrui, de les adopter. Donc, que ce soit au niveau civil
au niveau religieux, la au mariage. On ne peut pas vous obliger de prendre le frère ou la sœur de si on peut attamer la Dieu a voulu que tel soit tel Castelin, tel. Alors les gens regardent des Quachibao. Vous, en tant qu'homme de droit, comment vous pouvez dire? D'abord, pour vous, Chibao, c'est quoi? Moi, je ne sais pas. Mais vous posez une question dont vous ne connaissez pas. Vous connaissez Vous pouvez nous expliquer parce que je suis entendant pour ça. Ça, deuxième question. Parmi les modes de célébrité du mariage, vous avez parlé du fait de se marier par absence. Il y a un feuilleton que j'ai suivi qui est une histoire vraie, où il y a eu un cas d'absence prolongée dépassant le délai que vous avez relevé. Mais cette absence était due au fait que le monsieur était militaire, parti en mission, la guerre finie, déclaré mort, mais il était perdu au fond du village en train de se faire soigner. La femme est restée se remarier. Et après, délai dépassé, le monsieur est revenu. Avec toutes ces preuves réelles que cette absence prolongée sans signe de vie n'était pas son bon vouloir. Comment la mort congolaise peut réagir? Le conjoint, on la trouvait déjà remarié. Alors comme ça, tu fais une telle chose pour nous prouver que tu es innocente dans cette histoire. Alors quelqu'un qui accepte, qui cautionne sa mort, si tu sais que tu étais infidèle, et tu dis, bien que moi je dois préparer ça, malgré tout ce qu'il y aura. Alors tu vas là et puis tu mènes. Je ne sais pas, dans la part de l'église ou bien la part de l'État. L'église, je pense qu'elle ne peut pas cautionner la mort de quelqu'un pour quelque chose. Mais si, dans le cadre de vie religieux, nous avons à peu près 3 étapes. On dit toujours que quand nous sommes dans la famille, il y a des règles qui sont conformes aussi à la famille. On va chez l'État, bien qu'on peut parler ça, moi je ne vois pas d'inconvénient. C'est un point de vue qui n'engage personne. Bon, sur ce point-là, c'est une question qui ouvre un débat. Il n'y a pas une réponse. On peut donner un stratégie, c'est-à-dire, ma liste c'est-à-dire que nous disons ça, c'est ça la vérité. Pour les Chibao, ce qu'on peut retenir dans ce point comme une valeur, c'est-à-dire qu'on renforce la fidélité. C'est une sanction contre l'infidélité. Déjà la femme. Attendez. Parce que ça c'est le premier élément. On renforce la fidélité. Maintenant, l'inconvénient, ce que nous trouvons inconvénient dans cette histoire-là, c'est là entraîne de mort. Ce que nous déplorons. Conforme à la loi aux bonnes mères. Ça vous réfléchir. Ça, c'est la réponse à la première question. Alors, deuxième question. Le militaire qui revient après le remariage de sa femme. Oh,
est-ce qu'il faut d'abord demander, est-ce qu'on avait respecté toutes les procédures? Est-ce qu'on a respecté le 1 an ou 3 ans suivant qu'il a laissé un mandataire ou pas? Est-ce qu'on a respecté 5 ans? Est-ce qu'il y a un jugement déclaratif de décès? Si c'est là un respect et respecté, le militaire ne peut rien faire. On dit la loi est dure, c'est la loi. Il ne doit que s'il n'y a pas eu jugement déclaratif, le militaire a le droit de réclamer sa femme parce qu'il n'y a pas eu un jugement déclaratif de décès. Son mariage avec sa femme existe encore. Qui devrait amorcer ce processus? Amène une sous-question. Le militaire, le second mariage est déjà consommé, les procédures respectées. Et la femme s'étant mariée par désespoir de la personne, veut retourner avec son homme. L'homme là fait que, en tout cas, les climats entre les deux, le mariage ne peut plus continuer. Et si cela est constaté devant les juges,